Donc cette troisième table ronde a pour thème compétitivité ou industrie doit-on choisir? De par la structure même des appels d'offres en Europe, le prix est l'élément majeur de différenciation des candidats aux procédures de mise en concurrence. L'incitation est donc très forte de proposer toujours le prix du mégawattheure le plus bas. L'Europe n'est, cela dit, pas la seule à développer de l'éolien en mer. Aujourd'hui, le plus gros marché pour cette industrie se trouve en Chine, avec plus de 30 gigawatts en service, et ce qui leur a permis d'asseoir une filière nationale capable de venir concurrencer les industriels européens. Seul un parc aujourd'hui a des turbines venues de Chine. C'est un petit parc avec des éoliennes de 3 mégawatts, mais les turbines se développent à une vitesse grand V en Chine, et le risque de voir ce qui s'est passé dans le photovoltaïque se reproduire dans l'éolien en mer, avec des marchés qui se trouvent en Europe et une industrie qui se trouve en Asie, est possible. Donc, de notre côté, nous avons aussi la filière de l'hydrolien marin qui attend un feu vert de l'État pour lancer ses projets. Et l'émergence de cette technologie, dont le potentiel immédiat est évalué à 5 gigawatts, permettrait pourtant de créer une chaîne de valeur qui pourrait ensuite rayonner à l'export. Pour autant, aujourd'hui, la filière des EMR en France est une réalité bien concrète et qui se développe, comme nous allons le voir avec l'introduction de cette table ronde au travers des chiffres de l'Observatoire des énergies de la mer, porté par le cluster maritime français, qui chaque année dépeint le paysage de la filière des EMR en France. Alors Frédéric Moncani de Saint-Aignan, vous êtes le président du cluster maritime français. Vous portez cet observatoire des énergies de la mer. Étienne Pourchère, vous êtes le directeur général de C2 Stratégie, coordonnateur de l'observatoire. Et sans plus attendre, je vais vous donner la parole pour nous présenter cette nouvelle édition de l'Observatoire des énergies de la mer. Je vous en prie, monsieur Moncani. Ici. Bonjour à toutes et à tous. Merci Loïc de cette introduction. Merci encore une fois de nous permettre d'intervenir, de permettre au cluster maritime français d'intervenir dans cette assemblée générale du syndicat des énergies renouvelables et sur les EMR. Évidemment, nous sommes ravis d'être là. Le cluster maritime français, vous le savez, c'est une association qui regroupe l'intégralité ou la quasi-intégralité des acteurs du monde de l'économie maritime. Dès le début, je dirais, de l'émergence des énergies marines renouvelables, nous avons été sur ce front-là avec nos partenaires. Et évidemment, pour nous, c'est extrêmement important. C'est un maillon très fort de cette chaîne de l'économie maritime. Je ne serai pas très long parce que d'abord le temps nous est compté et puis c'est surtout les chiffres que vous attendez, les résultats et je laisserai bien sûr Étienne Pourchère qui opère cet observatoire des énergies de la mer vous en dire plus. Simplement rappeler que en 2016, avec un certain nombre de nos partenaires, de nos contributeurs, de membres du cluster maritime français, nous avons choisi de créer cet observatoire des énergies de la mer. Et nous l'avons d'ailleurs lancé lors des assises de l'économie de la mer à La Rochelle. Et que donc aujourd'hui, c'est la 7e édition que nous allons vous présenter, dont nous allons vous présenter les chiffres. Alors, évidemment, je remercie beaucoup nos partenaires qui nous accompagnent depuis 2016 et vous verrez sur les présentations, je ne vais pas tous les citer, mais vous verrez leur nom et leur logo sur les présentations. Je remercie aussi beaucoup ceux qui nous ont rejoints depuis. Et puis, un merci peut-être tout particulier aussi à l'ADEME qui nous accompagne maintenant sur un mode pluriannuel, aux régions, aux acteurs territoriaux, les clusters, que tous ces gens montrent, tous ces partenariats montrent l'intérêt de cet observatoire, l'intérêt de suivre la dynamique de la filière, de l'analyser et d'être en capacité ensuite de
la promouvoir, justement en s'appuyant sur ces chiffres et ces analyses. Bien évidemment, je n'oublie pas le syndicat des énergies renouvelables, qui est notre partenaire depuis le début sur cet observatoire. Là, fait la France Énergie Éolienne, qui est là, je salue Mathieu, et également le GICAN, qui sont nos 3 partenaires. Et c'est avec eux d'ailleurs qu'a été signée une charte d'engagement entre je dirais les acteurs des énergies marines et les acteurs de la construction marine. C'était aux Assises de l'économie de la mer l'an dernier à Lille. Voilà, pas beaucoup plus long, vous allez voir les chiffres, ils sont réjouissants. C'est une belle dynamique, mais je crois que ça a été montré toute la matinée et ça va se poursuivre. Nous traitons de l'ensemble des sujets des énergies marines renouvelables, même si effectivement les éoliennes sont la figure de proue. Je n'oublie pas l'hydrolien et l'ensemble des filières qui vont nous permettre là aussi une autonomie énergétique renforcée. Le titre de cet observatoire cette année, c'est « Des promesses tenues, un avenir à dessiner ». Donc des promesses tenues, c'est une satisfaction, un avenir à dessiner, ça nous donne un cap. Soyez assurés que le cap, nous allons de notre côté au cluster maritime français et à l'Observatoire de l'énergie de la mer suivre ce cap. Et pour cela d'ailleurs, nous annonçons notre souhait et la décision de faire la 8e édition de l'Observatoire des énergies de la mer. Et donc on vous appellera, on vous questionnera à partir du mois de novembre prochain pour recueillir les chiffres de l'année prochaine. Merci à vous. Étienne, c'est à toi de jouer. Bonjour à toutes et à tous. Comme l'a dit Frédéric, les chiffres sont bons. Je vais essayer de... Voilà, c'est ça. Donc la présentation de notre enquête a été faite par Frédéric. Les chiffres principaux de cette année sont les suivants. Mais avant, je voudrais remercier aussi l'équipe opérationnelle sans qui on n'aurait pas pu faire cette enquête. Florian, Salomé et Mylène qui ont travaillé sur les chiffres que vous avez bien voulu leur donner tout au long de ce premier semestre. Donc les chiffres principaux, 324 répondants, c'est en forte hausse d'une année sur l'autre, qui accompagne la filière. C'est important. On avait 265 répondants l'an passé. C'est important pour la robustesse de nos données. On va derrière ce nombre de répondants s'assurer que l'on a 95% des incontournables, c'est-à-dire les plus gros en termes de chiffres sur les différents indicateurs pour être sûr de ne pas passer à côté de l'essentiel de la filière. Ça veut dire aussi que derrière ces répondants, on a une vérification de chacun des questionnaires, un par un, pour éviter toute erreur d'interprétation des questions. Et ça veut dire aussi que derrière chacun de ces répondants, il y a une réponse déclarative et toutes nos données sont des données non extrapolées. On a au moins les chiffres que je vais vous présenter là. C'est un minima, c'est un seuil. Alors, 4 chiffres qui illustrent la photographie de la filière en 2022. D'abord, 480 MW. Eh bien, c'est la première année, c'est RTE qui le rappelait, c'est la première année qu'on a des électrons venus de nos côtes qui sont injectés sur le réseau avec le parc de Saint-Nazaire. Et maintenant, d'autres parcs sur 2023 vont être connectés, mais en tout cas, c'était une première. Ensuite, tout ça vient du fait qu'il y a des investissements importants qui sont faits pour la filière année après année. Aujourd'hui, on a 3,2 milliards investis en 2022. C'est essentiellement, évidemment, les développeurs exploitants à travers la construction de ces parcs dont je viens de parler à l'instant. Mais j'y reviendrai. C'est aussi des investissements qui sont réalisés dans les ports. On en a parlé ce matin pour adapter les espaces portuaires aux besoins de la filière. Et puis aussi, évidemment, parmi les industriels répondants qui, eux, adaptent leur outil industriel pour permettre la réponse aux sollicitations de ces investissements. Ces investissements, ils se traduisent par un chiffre d'affaires de 2 milliards. On approche les 2 milliards cette année. Désolé, il y a l'écran qui ne s'affiche plus. Je vais vous tourner la tête. 2 milliards de chiffre d'affaires global de la filière. C'est le plus haut niveau qu'on
qu'on ait obtenu depuis le début de l'enquête. C'est un chiffre d'affaires, j'y reviendrai aussi, qui est dû à la fois au dynamisme de la filière française et donc à la construction des parcs et aux productions dans nos usines, mais aussi au dynamisme de l'export. Et la ministre vient d'annoncer, cher Frédéric, une très bonne nouvelle pour les chantiers de l'Atlantique, et ça montre que notre filière est compétitive et que l'export est aussi un des piliers de notre chiffre d'affaires. Eh bien, ce chiffre d'affaires, puisqu'il traduit une partie des investissements qui sont réalisés sur le sol national, il génère des emplois. Et le chiffre de 7 500 emplois a été dépassé cette année pour la filière, c'est-à-dire plus de 1000 emplois supplémentaires. C'est des emplois nets, puisque évidemment il y a des chantiers qui s'arrêtent quand les parcs sont construits, ou quand les fondations, comme celle qui était sur le port du Havre, assez impressionnantes, sont terminées. Et donc il faut compenser aussi ces chantiers qui s'arrêtent et créer d'autres emplois. Donc c'est 1000 emplois nets qui sont créés, bien plus d'emplois bruts sur l'ensemble de la filière. Alors on a quatre catégories d'acteurs qui sont interrogés chaque année: les organismes de recherche et la formation, les développeurs exploitants, j'en ai parlé, les énergéticiens, les entreprises prestataires et fournisseurs de la chaîne de valeur, donc qui construisent les parcs, et puis les acteurs institutionnels et portuaires. Et puis on a 3 types d'indicateurs: le chiffre d'affaires, les investissements et les emplois. Vous avez là l'ensemble, mais je vous renvoie à l'exhaustivité soit de notre rapport que vous pourrez retrouver en ligne, soit des rapports publiés qui sont sur vos sièges. Qu'est-ce qu'on peut regarder? C'est que dans les emplois, le principal se trouve dans la chaîne de valeur. Donc on a plus de 6 000 emplois sur les 7 500 qui sont au sein de la chaîne de valeur. On a une filière industrielle ancrée sur le territoire français. Et puis une partie des emplois importantes aussi, non négligeables, chez les développeurs exploitants, qui se retrouvent essentiellement concentrés chez ceux qui développent des parcs en construction en France, mais aussi un petit peu chez ceux qui viennent répondre aux différents appels d'offres. En ce qui concerne le chiffre d'affaires, les éléments importants, avec un petit bémol, c'est que dans la case développeurs exploitants, comme il y a un seul parc en activité, on ne vous a pas donné le chiffre d'affaires des développeurs exploitants. Ça aurait été un petit peu simple de trouver de qui il s'agit. Donc vous avez un chiffre qui fait état chez les développeurs exploitants d'autres types d'activités. On aura l'année prochaine un indicateur supplémentaire sur le chiffre d'affaires qui est issu de l'électricité produite. En revanche, le chiffre d'affaires, il est concentré dans la chaîne de valeur aujourd'hui. 1,86 milliard sur les 1,95 de l'ensemble de la filière, dont 500 millions d'euros à l'export, en forte hausse cette année. J'y reviendrai, je l'ai déjà dit, mais c'est un chiffre important qui montre à la fois un dynamisme de la filière française sur son territoire et à l'export. Et puis enfin, sur les investissements, vous le voyez là, c'est ce que je disais en introduction, c'est essentiellement les développeurs exploitants, c'est-à-dire, en gros, on sort le carnet de chèques pour construire des parcs en France, et c'est le développement de ces parcs-là. Alors quand on regarde, Frédéric Moncani nous parlait de l'Observatoire depuis 2016, c'était intéressant de commencer dès 2016 parce que ça nous permet de faire des séries et de voir un petit peu le trend de croissance. Et donc depuis 2018-2019, quand il y a eu la renégociation des parcs et un certain nombre de recours qui ont pris du temps, le vrai démarrage de construction des parcs français, vous voyez qu'il y a une hausse continue et très importante, quelle que soit la courbe. C'est intéressant parce que ça veut dire qu'en termes d'investissement, il y a une courbe très croissante, en pente très forte, mais que c'est suivi par le chiffre d'affaires. Ça veut dire quelque part que les entreprises françaises captent une bonne partie du chiffre d'affaires qui est dépensé sur notre territoire par l'investissement des développeurs. Ça, c'est un point important. Et l'autre point important, c'est que parallèlement, la courbe des emplois suit également. Donc ce chiffre d'affaires, il se traduit en emplois sur le territoire national. Et donc ça, c'était aussi un des enseignements qu'on voulait monitorer. Il a été parlé plusieurs fois ce matin du pacte qui a été fait entre la filière et l'État. Mais c'est important de monitorer la réalité de ce pacte sur le terrain à travers les créations d'emplois en face des parts qui sont attribués. Alors vous me direz, où sont ces emplois sur le territoire? Vous avez là notre traditionnelle carte de France. Quelques enseignements, sans vous détailler l'ensemble de la carte. Peut-être
il y a des emplois sur l'ensemble du territoire national. Ce n'est pas parce qu'on est en territoire littoral qu'il n'y a pas des opportunités sur le marché des énergies marines renouvelables. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que c'est encore assez concentré. D'abord concentré en matière territoriale, puisque deux territoires, deux régions, la Normandie et les Pays de la Loire, quasiment à égalité. Hein. On n'a pas fait exprès, mais on arrive quasiment au même chiffre d'emploi. Les Pays de Loire repassant devant, la Normandie étant première l'année dernière, mais deux régions concentrent 60% aujourd'hui des emplois de la filière. J'y reviendrai. Ça explique un certain nombre de choses en termes de moteur de cette croissance en France. Concentration aussi au sein des entreprises, puisque 5 entreprises de la filière concentrent à peu près la moitié des emplois de la filière aujourd'hui. C'est des grandes implantations industrielles. Ça a été là aussi dit ce matin. On a la chance d'avoir en France une partie des grandes implantations industrielles européennes. Eh bien, c'est le moteur et qui diffuse à travers un tissu ensuite de sous-traitants ou de co-traitants, d'entreprises de taille intermédiaire ou de PME sur l'ensemble du territoire. Autre petite particularité aussi de cette carte, et j'y reviendrai tout à l'heure, c'est l'envol de l'éolien flottant, avec une forte croissance autour de la Méditerranée, puisque c'est essentiellement sur une technologie, l'éolien flottant, que la Méditerranée aujourd'hui porte son effort d'industrialisation, avec une augmentation très significative, à la fois en région Sud-PACA et à la fois en région Occitanie, et l'annonce que vient de faire la ministre d'un choix du deuxième parc avec un parc pour chacune des régions devrait conforter cette croissance-là. Alors, je le disais, quels sont les moteurs qu'on peut retrouver de la croissance des emplois sur plusieurs années? On l'avait dit l'an passé, il y a deux moteurs. Le premier, c'est celui des grandes implantations industrielles, qui sont les grosses pourvoyeuses d'emplois sur le territoire. Et le deuxième moteur, c'est celui des chantiers de construction des parcs. On a deux moteurs auxiliaires, on va dire ça comme ça aujourd'hui, qui apparaissent dans le paysage et qui sont importants pour la suite de l'histoire de la filière. D'abord, le moteur de l'éolien flottant, je viens d'en parler, puisqu'on voit que c'est un moteur qui apporte 300 millions d'euros d'investissement. Donc c'est un niveau non négligeable par rapport à l'ensemble de la filière, même si c'est encore loin de ce qui fait la construction des parcs éoliens posés. C'est en croissance rapide. Cet investissement se traduit par du chiffre d'affaires, 241 millions d'euros. C'est un chiffre d'affaires qui a été multiplié par 3 d'une année sur l'autre. Donc on est vraiment dans la construction des fermes pilotes, dans la montée en puissance d'une filière sur le territoire. Et puis le rapport entre les deux, chiffre d'affaires sur investissement, montre que sur cette filière de l'éolien flottant, il y a un retour très important sur l'industrie, sur la filière nationale. Et donc c'est intéressant de pouvoir y investir et d'avoir des retombées, et notamment des retombées en termes d'emploi, puisque l'emploi a doublé sur l'éolien flottant d'une année sur l'autre. On est à environ 1500 équivalents temps plein, et avec les 4300 emplois dans la chaîne de valeur sur le posé, on est à 94% de l'ensemble de l'emploi total. En tout cas, la part de l'emploi sur le flottant devient très importante. Sur le deuxième moteur je suis allé un peu vite, je crois. Voilà. Le deuxième moteur auxiliaire, c'est le moteur de l'export, puisque on voit que le soutien à l'export qui a soutenu finalement le début de l'historique. Si vous vous souvenez les courbes de tout à l'heure, on avait un décollage de la filière dans les années 2016, 2017, 2018, avant même qu'on construise les parcs français, parce qu'il y avait une compétitivité de la filière française et des parts de marché à l'export. Eh bien, aujourd'hui, alors que le chiffre d'affaires sur la filière nationale et ce qui se passe en France croît, le chiffre d'affaires à l'export se remet à croître fortement en 2022, gage d'une bonne compétitivité, et vous le voyez, de création d'emplois à la clé. Là aussi, une concentration assez importante, puisque 4 entreprises représentent à peu près 3/4 du chiffre d'affaires à l'export. Mais ce qu'on ne voit pas forcément, c'est la part des PME-PMI qui, derrière ces grandes entreprises, finalement, en co-traitance ou en sous-traitance, participent de ces succès à l'export sur le territoire.
Les entreprises qui ont répondu à notre questionnaire sont impliquées dans 164 projets de parcs à l'export. Et donc, c'est vraiment important en termes de diversité et d'implication de nos entreprises françaises. Alors le Joker, c'est un troisième moteur qui arrive dans la filière, c'est le moteur des autres énergies océaniques. Ça a été expliqué par Marc ce matin, ça a été redit par le ministre qui est prêt à l'inscrire dans la programmation pluriannuelle de l'énergie. On a sur les énergies océaniques un certain nombre d'investissements importants, 25 millions d'investissements sur l'année dernière, qui se traduit par 25 millions de chiffre d'affaires, donc c'est de l'investissement directement sur le territoire national, et on a déjà des premières unités industrielles, je pense au chantier CMN à Cherbourg ou à l'atelier de Sabella sur Brest, mais qui traduisent directement des emplois et une présence industrielle sur le territoire. Donc enclencher aujourd'hui la PPE sur ces technologies qui arrivent à maturité est intéressant en termes d'investissement, de chiffre d'affaires comme d'emploi, puisque 218 ETP ont déjà été recensés sur l'hydrolien, c'est-à-dire la moitié des emplois sur deux concernés par les énergies océaniques. Alors, on pourrait parler des autres énergies océaniques avec beaucoup d'initiatives. On peut penser à la digue Dickway sur Brest, sur le holomoteur. On peut penser au démonstrateur Sunset de photovoltaïque flottant. On peut penser à Switch Energy sur l'énergie osmotique. Enfin, les initiatives sont nombreuses dans les autres technologies. Je ne peux pas tous les citer là, mais ça vous donne une idée d'un moteur nouveau et puissant qui pourrait arriver dans les années à venir pour la filière. Ensuite, pour arriver justement à la maturité de ces nouvelles technologies, il a bien fallu avoir des investissements à la fois dans l'innovation, dans la R&D et dans la formation. Donc on a un questionnaire qui s'intéresse à ces questions-là. Les éléments importants sur l'année 2022 et au début 2023, il y a eu la création de la fondation OpenSea qui regroupe les sites d'essais en mer, qui est la phase spécifique de passage au stade commercial avec les démonstrateurs. Et puis un certain nombre d'acteurs dans les universités, dans les écoles, sur l'ensemble des territoires, qui font vivre finalement la recherche, le développement et l'innovation avec un certain nombre d'infrastructures de recherche. Et je pense aussi à l'Institut France Énergie Marine qui vient compléter l'ensemble avec une focalisation sur les aspects EMR, les autres établissements de recherche pouvant être plus diversifiés sur leur lieu de recherche. C'est diversifié, vous voyez le camembert sur l'ensemble du territoire, même si 4 ou 5 régions avec l'Île-de-France qui est le siège d'un certain nombre de grands instituts de recherche, mais en tout cas sur le territoire littoral, beaucoup d'organismes de recherche sont présents, représentent des investissements, là aussi, représentent des équivalents temps plein, avec notamment une présence féminine renforcée par rapport aux autres secteurs que nous étudions. Alors sur cette question de la formation, on a interrogé, comme l'an passé, les entreprises à la fois sur leurs perspectives d'embauche et à la fois sur leurs difficultés d'embauche. Sur leurs perspectives d'embauche, elles sont sur 1700 emplois supplémentaires. Rappelez-vous, l'an passé, elles avaient dit 1500 emplois. En net, on est à plus 1000. En brut, on est largement au-dessus des 1500 emplois créés. Donc, dans leurs perspectives, elles sont plutôt cohérentes avec leurs promesses. Et on voit que ça s'accélère pour l'année 2023. On verra bien. Le président Boncani a dit qu'on allait continuer l'année prochaine l'observatoire. On sera là pour vérifier que les promesses sont tenues. Ça ne va pas sans mal, parce que là aussi, il y a parfois des difficultés de recrutement. Il y a des tensions sur un certain nombre de métiers et qui ne sont pas forcément liées aux EMR en particulier. On parle souvent de formation. Il y a des formations évidemment qui sont spécifiques aux EMR, mais pas que. Il y a des formations qui sont des formations liées à l'ensemble des métiers industriels. Je pense à des soudeurs par exemple, je pense à des peintres et à d'autres métiers comme cela. Et donc évidemment, on retrouve les difficultés qu'ont d'autres filières industrielles. C'est pas nouveau, c'est pas spécifique aux énergies marines renouvelables, mais c'est aussi important. Et c'est important aussi qu'il y ait un certain nombre d'initiatives qui soient prises. Je pense à l'AMI de l'État sur compétences et métiers d'avenir, qui a permis de faire un certain nombre de diagnostics et qui va enclencher aussi un certain nombre d'actions concrètes de mise en place de formations sur le terrain. On vous a mis là un certain nombre de métiers entre guillemets en tension et vous voyez que ça touche tous les niveaux de formation
et tous les types de métiers qu'on peut rencontrer à la fois dans le développement des projets, à la fois dans l'industrialisation des projets, à la fois en mer et à terre. On a vraiment des besoins et le besoin, je dirais, aujourd'hui pour la filière, c'est un besoin d'attractivité, de se faire connaître. Faites-le savoir, dites et montrez à travers notamment des initiatives comme le Pacte qu'il y a des emplois à pourvoir dans les années à venir, que c'est une filière attractive et qu'en plus on travaille à la transition énergétique et pas loin des embruns marins. Voilà, un petit focus sur les PME. J'ai abordé assez rapidement tout à l'heure l'idée des PME dans l'export. Et on voyait d'ailleurs, j'ai cité les chantiers de l'Atlantique, mais on voyait aussi une bouée. Donc l'export, c'est pas voué uniquement aux grandes entreprises, c'est aussi parfois des PME qui savent exporter à l'autre bout du monde, jusqu'en Australie, leur savoir-faire et qui font la richesse et la diversité de la filière française. Et d'ailleurs, elles se sont regroupées à travers leurs 5 clusters territoriaux sous une marque qui leur permettra d'aller plus facilement à l'export. Les PME, c'est 1000 emplois au total, sur l'ensemble de l'emploi total, donc c'est non négligeable et surtout c'est en forte hausse. Le nombre de questionnaires obtenus qui étaient en hausse, dont je parlais tout au début, toutes catégories confondues, il est largement obtenu grâce aux PME. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de petites et moyennes entreprises qui, sur le sol français, s'insèrent dans la filière des énergies marines renouvelables et ça structure donc de manière industrielle cette filière sur le territoire. Et ça répond aussi aux attentes que donnait la ministre tout à l'heure, c'est-à-dire de donner les capacités à la France de répondre à cette filière européenne. Voilà, c'est un chiffre d'affaires qui n'est pas négligeable non plus au niveau des PME, PMI sur le territoire. Juste peut-être un clin d'œil pour le président Moncani, mais qui vous intéressera, c'est d'où viennent les entreprises finalement qui sont dans la filière des PME. Bien, en fait, une partie seulement, c'est-à-dire un quart, que l'on regarde les PME ou qu'on regarde l'ensemble de la filière, c'est à peu près les mêmes résultats, un peu plus fort peut-être pour les PME. Un quart seulement sont spécifiquement dédiés aux EMR, c'est-à-dire que 3/4 des entreprises viennent d'autres secteurs d'activité. Et quand je disais, je fais un clin d'œil au président du cluster maritime français, c'est qu'une entreprise sur 2 vient du secteur de l'économie bleue, de l'économie de la mer, à travers l'oil and gas, les travaux maritimes, la construction navale, etc. Donc c'est une filière qui vient d'entreprises en diversification. C'est intéressant aussi de manière contracyclique pour des secteurs qui peuvent être très cycliques au niveau de la conjoncture. Enfin, une dernière slide, et j'aurai fini de vous infliger tous mes chiffres à l'heure de la digestion, mais c'est pour vous donner une idée de la complexité des parcs éoliens, puisqu'on a beaucoup de lots, beaucoup de rangs, à la fois dans la construction et à la fois dans l'installation. Vous voyez que ça se remplit d'année en année de plus en plus de cases vertes, mais une vraie complexité qui veut dire aussi une complexité logistique, une complexité portuaire derrière pour faire vivre la construction de ces parcs, une complexité aussi des navires d'installation et de leur disponibilité. Voilà, ça vous donne une vision d'ensemble de ce que sont les parcs aujourd'hui en France. Je vous remercie pour votre attention et vous renvoie à nos publications qui sont presque à la minute maintenant en ligne sur notre site à disposition de tous.